Alors j'ai le plaisir d'accueillir Michel Audban. Bonjour Michel. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général en charge du développement de Gemway Assets. Alors avant de rentrer dans le détail du sujet qui nous intéresse ce soir, faut-il ou non investir en Chine, un mot sur Gemway. Volontiers, Gemway Assets, c'est une société spécialisée sur les marchés émergents. On a créé cette société avec mon associé Bruno Vanier il y a un peu plus de 9 ans. Nous gérons 1,9 milliard exclusivement aujourd'hui sur les actions émergentes. D'accord. Avec 3 fonds. Répartis comment donc, oui. Alors voilà, un fonds global émergent qui fait un peu plus d'1,6 milliard, Gem Equity. Donc ça c'est l'ensemble de la planète émergente. Voilà, c'est l'Asie principalement dans les actions, mais c'est aussi en effet l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, un peu Afrique, Moyen-Orient. Un fonds sur l'Asie, donc là qui fait 165 millions, qui a 4 ans d'historique, et un fonds sur la Chine, qui a 115 millions. Sur les émergents en général, on entend beaucoup de choses. Ça pourrait être, c'est souvent les plus exposés, les plus fragiles en cas de retournement, de récession. Est-ce que là, avec cette reprise économique, c'est ceux qui en profitent le plus? Qu'est-ce que vous constatez? Alors oui, il y a d'abord une très grande hétérogénéité dans les pays émergents. Et typiquement la Chine, qui dépendait énormément des exportations il n'y a pas très longtemps, commence à avoir de plus en plus de croissance endogène. Et donc cet aspect exportation qui reste important est un petit peu moins important. Juste un chiffre peut-être, il y a aujourd'hui 400 millions de Chinois dans la classe moyenne, ceux qui ont un petit peu d'argent et qui peuvent commencer à penser à la retraite, aux études des enfants ou autres. Pour mémoire, il y en a à peu près 325 millions aux États-Unis. À horizon 9 ans, on pense qu'il y en aura 700 en Chine. Oui. Donc il y a un moteur démographique ou mécanique qui soutient cette croissance chinoise, c'est ce que vous de richesse. Et de richesse. Plus de richesse, parce que la démographie n'est pas terrible en Chine. Hein. C'est pas là. Ce que je veux dire, c'est en effet une démographie de la classe moyenne. Voilà, exactement. Il y a de plus en plus d'embourgeoisement, de consommateurs. Alors justement, la Chine. Parlons-en, parce que beaucoup voient ça avec méfiance depuis quelques mois, quelques années. Il y a eu des signaux d'alarme de tirer, notamment sur le secteur technologique, ces BATX qui ont été mis sous la coupe du Parti communiste. Et comment ? On se souvient de Jack Ma et de ses problèmes. Alors, un mot juste, ayez conscience déjà qu'on aborde l'ensemble des marchés émergents avec une approche ESG poussée. L'ensemble de nos fonds sont ISR. Et donc, en effet, tout ce qui est gouvernance a pour nous une importance majeure. Ça veut dire que dès novembre dernier, vous faites allusion à Jack Ma, à l'arrêt de l'introduction de Ant Group, qui aurait été la plus grosse introduction au monde, qui a été arrêtée 2 jours avant. La filiale d'Alibaba, donc consacrée aux finances, à la banque, c'était la filiale bancaire d'Alibaba. On peut dire ça. Arrêtée 2 jours avant, c'est digne d'une république bananière. Et donc, quand cela est arrivé, on s'est dit, waouh, il y a vraiment une vraie reprise en main et on connaît un petit peu les autorités chinoises. Quand ils font ça quand ils sont en position de force et ils le font pour une longue durée. C'est pas un petit coup petit coup de poignard. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs sont sortis à ce moment-là. En tout cas, nous, on a diminué par 2 en 1 heure nos positions sur Alibaba Tencent. On parle de novembre dernier, novembre 2020. Là, et on a significativement réduit la Chine. On est passé à 6% de sous-pondération Chine. Et encore, on était très surpondéré sur les actions A, c'est-à-dire Shanghai et Shenzhen. On en avait 15%, là où il y en a 5 dans l'indice, on était plus 10 là-dessus. Ça veut dire que hors action A, c'est-à-dire Hong Kong, New York, on était à moins 16, mais on était très négatif Chine. Et alors maintenant, est-ce que les choses ont vraiment changé dans cette Chine millénaire ? Alors, il y a 2 choses qui ont changé. La première, c'est que la deuxième raison qui nous avait rendu négatifs, après cette reprise en main qu'on sentait, alors évidemment on n'avait pas tout anticipé, mais on sentait que ça allait durer, la deuxième chose qui nous avait rendu négatifs, c'est un petit peu plus tard, en début d'année 2021, la liquidité. Le fait qu'il y avait une très forte reprise en Chine post-Covid, et que comme on a une banque centrale traditionnelle, ça veut dire qu'on retire des liquidités, ce qui n'est pas bon pour le marché. C'était les 2 points négatifs. Ce deuxième point, ça y est, à partir de cet été, avec la normalisation de la croissance, donc plus 18% de croissance, mais un petit peu moins, ils se mettent à remettre de la liquidité sur le marché, ce qui est bon. Sur la partie régulation, oui, on a le sentiment que 80-85% a été fait, qu'il en reste encore un tout petit peu à faire, mais que le gros a été fait. Et pourtant, il y a d'autres signaux d'alerte, Evergrande, tout l'immobilier chinois, le shadow banking, on pourrait citer aussi ces points qui posent question. Ça ne vous inquiète pas? Alors, c'est pas que ça ne nous inquiète pas, et ce sont des choses que l'on regarde, mais 2 choses. Petit 1, ayons bien conscience qu'au niveau économique, il y a un sacré pilote dans l'avion.
Donc, et c'est vrai que c'est pas facile forcément à appréhender depuis la France, mais on a un pays qui n'est pas du tout démocratique. On peut peut-être pas aller jusqu'à une dictature, mais enfin, on n'est pas du tout dans un régime démocratique. Mais par contre, on a un pays qui, économiquement, est très libéral. Ne nous trompons pas, sur le côté économique, le pays communiste entre la France et la Chine, c'est malheureusement la France. Et donc, oui, il y a des problèmes. L'avantage, c'est qu'ils sont parfaitement gérés en temps et en heure. Il y a aussi ce discours en Chine, en tout cas perçu sur nos rivages européens, et c'est vrai qu'on est loin, vous le rappelez, de réduire les inégalités, parce que là, comme ailleurs, il y a eu des inégalités qui se sont accrues, et ça a fait tanguer le secteur du luxe en Europe, en France en particulier, parce qu'on s'est dit, bah voilà, réduction des inégalités, donc moins de sacs Vuitton ou Hermès vendus. Oui, non, il faut intégrer leur approche. Il faut savoir que c'est une approche très pragmatique. Vous avez peut-être vu, par exemple, ce qu'il y a eu dans l'éducation, ce qu'il y a eu dans la régulation. Interdire les enfants de passer plus de 2 heures, 3 heures par jour sur leur smartphone, ça peut paraître très dictatorial, dur. Je peux vous dire que beaucoup de parents en France seraient ravis que ce type de choses existe aussi. Oui. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec du bon sens. Alors maintenant, c'est vrai que c'est le premier marché du luxe mondial dans de nombreux secteurs. Et donc, il faut regarder de près tout ce qui est décidé, vous avez raison, ça peut avoir très vite de grandes conséquences. Et quand on voit une affaire comme la joueuse de tennis, Peng Shuai, qui disparaît, qui n'a pas... Enfin, tout ce qu'il y a autour de ces disparitions, hein, ça, c'est aussi des signaux que vous captez qui peuvent avoir des conséquences sur les investissements, où vous dites non, bah, ça c'est périphérique, c'est de la politique. Alors c'est de la politique, hein, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'incidence. Puisque vous parliez de Jack Ma tout à l'heure, ayons conscience que le souci Jack Ma est un cas particulier Jack Ma. Jack Ma est une personne que, pour différentes raisons, ce sera un peu long, mais Pékin veut diminuer, réduire son influence en tout cas. Parce qu'il avait des velléités politiques à un moment donné. Oui, alors c'est pas que Xi Jinping craigne que Jack Ma prenne le leadership, mais en effet, il s'est introduit dans des réseaux qui lui donnaient une place très importante, et ça va si les gens sont coopératifs, ce qui n'était pas le cas de Jack Ma. Comment on fait pour suivre la Chine quand on habite Paris, qu'on est français? Est-ce que vous y allez régulièrement? Est-ce que vous lisez le chinois? Comment est-ce que vous vous informez? Alors 2 choses. D'abord, dans nos équipes, en effet, on a 2 gérantes chinoises, on a une gérante russe, hein, puisqu'on parle de la Chine, mais enfin on suit l'ensemble des pays émergents. Non, notre fonds de Gem Equity, qui est référencé chez Bien Prévoir, est investi dans l'ensemble des pays émergents. Donc oui, des personnes qui connaissent la culture locale et parlent, et puis y aller. Hein, donc, alors vous allez me dire, c'est pas facile en période de Covid. Oui, on va en reparler 30 secondes, mais retenez qu'en temps normal, on a un gérant qui part 1 semaine à 15 jours sur place tous les mois, on voit 300 à 400 sociétés. En période de Covid, qu'est-ce qu'on fait? On fait des entretiens. On a plus de 500 entretiens en société, plus de 450 entretiens brokers, et puis on a aussi des gérants qui y sont. On est allé en Russie, on est allé en Chine cet été, 2 mois. Un dernier facteur d'inquiétude encore plus macro, c'est les tensions entre la Chine et les États-Unis, ce bras de fer qui monte. Certains parlent même déjà de possibles guerres, il y a l'enjeu de Taïwan. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, un peu séparément de Taïwan de l'autre. Taïwan, c'est un risque majeur, on va dire un signe noir, c'est-à-dire que la probabilité est faible, mais si cela arrivait, ce serait un signe très négatif, bien sûr, hein, et on ne peut pas dire que c'est une guerre mondiale, sans doute. Sûrement mondiale, et on ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. La seule chose dont il faut avoir conscience, c'est que la vision est un peu différente. Pour la plupart des Chinois, Taïwan est chinois. Comme un certain nombre de territoires outre-mer français. Pour les Taïwanais, peut-être pas. D'ailleurs, les Taïwanais, peut-être pas. Et pour les Américains, visiblement pas non plus. Sur la guerre sino-américaine, nous ne nous y trompons pas, on est rentré dans une guerre longue. Relisez Sparte, Athènes, tout ce que vous voulez, oui. Hein, donc on a un problème de dominance, il y avait un pays qui était très largement dominant, rappelez-vous, le dollar c'est notre devise, votre problème, ben ça c'est de moins en moins le cas. Je ne dis pas que la Chine va dominer les États-Unis, mais je dis qu'il va falloir rentrer dans un monde plus bipolaire avec 2 acteurs importants. C'est compliqué, on rentre dans une guerre qui sera dure, longue, et qui va être une guerre de data en particulier. Bon, dernière question, on peut attendre quelle performance quand on investit par exemple sur la Chine? Est-ce qu'on peut prendre les dernières performances de vos fonds chinois? Performance de nos fonds chinois, c'est simple, mais vous allez voir quand même, il y a un petit peu de volatilité dans tout ça. Si on est précis, l'an dernier, on a fait 39,5%. 17% de plus que l'indice. Cette année, on réussit à faire 2,2%. Je vous rappelle que la Chine est le moins bon marché actuellement des grands pays. On est à 3,5%. L'indice est négatif, mais on est légèrement positif. Qu'est-ce qu'on peut entendre? On pense qu'on a un vrai bon point d'entrée sur la Chine, pour les raisons qu'on a évoquées, plus le fait qu'on est à un niveau de valorisation très basse. Je ne vais pas mettre de chiffres, mais on a fait jusqu'à présent, sur les 9 dernières années, plus de 10,5% de performance annuelle. Bon, ça paraît une bonne cible. Voilà, en tout cas, on vous souhaite de continuer à ce train-là. Merci Michel pour ces explications sur la Chine. C'est en effet un continent qui peut paraître loin de nous, mais dont il faut maîtriser les clés parce qu'il recèle parfois des opportunités pour les épargnants. Merci, à une prochaine fois Michel. Merci Thomas, avec plaisir.
On va finir avec les SCPI fiscales.